Alors bonjour, donc nous sommes le 16 avril à 18 h et donc je viens vous proposer une petite pratique sur la non-dualité, liée toujours à l'enseignement de Douglas Harding. Voilà, alors avant cela, je voudrais juste vous rappeler peut-être ou vous apprendre, si vous l'ignorez, que tous les jeudis à 20 h, de 20 h à 21 h, il y a une rencontre sur Zoom avec des gens qui ont un intérêt pour la voix non duelle de Douglas Harding. Donc voilà, c'est gratuit bien sûr, et on se rencontre pour poser des questions et pour partager des expériences et pour faire quelques exercices aussi de cette voix non duelle. Donc c'est le jeudi de 8 h de 8 h du soir à 20 h à 21 h, donc vous êtes bienvenus. Et puis, tant qu'on est en confinement, le vendredi aussi, de 20 h 30 à 21 h 30, il y a aussi une heure de partage, de rencontre. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément autour de soi des gens avec qui on peut partager cette recherche spirituelle, cette quête de la non-dualité. Et donc c'est quand même important de rencontrer des gens, des amis, et de partager ces recherches. Et puis si vous parlez anglais, si vous entendez l'anglais, il y a des rencontres aussi en anglais sur donc Headless Way en anglais, la voix sans tête de Douglas Harding, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, vous voyez, quasiment tous les jours. Donc là aussi, voilà, des gens très 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 sympas sont là pour échanger et faire des expériences. Donc dans cette voie, il n'y a pas de maître, il n'y a pas du tout de gourou, c'est très informel, mais par contre, voilà, de temps en temps, on peut prendre plaisir à rencontrer des amis et à échanger. En tout cas, moi, c'est très important pour moi d'avoir des amis sur la voie, si vous voulez. Voilà. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo sur quelque chose pour moi très important que j'ai appelé la vision non duelle. La vision non duelle ou bien la non-dualité du sujet et de l'objet. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que j'ai mis sur ma chaîne YouTube il y a quelques années. Là je vais essayer de la me proposer en direct, je ne sais pas si ça va marcher, on va voir. Alors c'est quelque chose vraiment de fondamental, la non-dualité du sujet et de l'objet. Qu'est-ce que c'est concrètement? Quand j'ai pour la première fois découvert cette présence, c'était le 21 mars 1992, à 15 h. J'étais en train de pratiquer une méditation selon la voie de Nisargadatta Maharaj, dont on a parlé déjà, plongé dans le je suis. Voilà. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai soudainement eu besoin d'ouvrir la fenêtre pour respirer. Et en ouvrant la fenêtre, comme ça, eh bien, il n'y avait plus que le mur de l'immeuble. Il n'y avait plus d'observateurs en fait. Je n'étais plus là en train de regarder le mur. Il y avait juste le mur. Le je qui voit, le je qui regarde, il avait disparu. Il avait vraiment disparu. Évanoui, évaporé, il y avait juste le mur. Donc ça m'a beaucoup choqué, ça m'a beaucoup surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai mis pas mal de temps d'ailleurs à comprendre ce qui se passait, ce que c'était. Alors en réalité, cette disparition de l'observateur, cette non-dualité du sujet et de l'objet, elle est au cœur des enseignements non-duels. Hein. Mais j'en parle parce que quand on le découvre pour la première fois, voilà, ça peut faire un choc, ça peut même être un peu angoissant parce que soudainement, donc, celui qui regarde a disparu. Donc évidemment, rien ne nous prépare à ça dans la culture occidentale, en tout cas dans notre culture actuelle. Malgré tout, c'est présent dans la culture occidentale. Hein. Il y a des textes, bien sûr, chez les mystiques chrétiens qui l'évoquent, il y a des textes même dans la philosophie grecque, notamment chez Plotin, qui évoque cette non-dualité du sujet et de l'objet. Mais à l'époque, soit je n'avais pas lu ces textes, soit je ne les comprenais pas. Donc je crois que c'est important d'en reparler. Alors, c'est pourtant au cœur de la non-dualité. Je vais juste vous lire quelques petites citations que j'ai mis dans mon livre L'éveil spirituel, au chapitre justement non-dualité du sujet et de l'objet. Par exemple, un petit texte de Daisetsu Suzuki, qui était un philosophe japonais du XXe siècle, qui est un grand spécialiste du zen,
et qui a écrit, enfin, ce que moi je tiens pour peut-être le plus grand livre sur le bouddhisme zen, qui est Essai sur le bouddhisme zen. C'est un livre absolument remarquable. Mais là, c'est pas dans ce texte que j'ai trouvé cet extrait, c'est dans un autre livre. Et il dit ceci, donc Suzuki, c'est une vision dans laquelle il n'y a plus de division entre un sujet et un objet. Sujet et objet ont disparu, et les limites entre eux ont disparu. Le logicien peut penser que cela est impossible, le logicien, le philosophe, ou peut-être celui qui n'y connaît pas grand-chose, car il demeure dans ses limites et fait l'hypothèse qu'au-delà d'elle, il n'y a rien. Voilà, on a tellement l'habitude de vivre dans une relation sujet-objet avec un observateur qui regarde le monde, que la possibilité même de dépasser ce cadre sujet-objet, ça paraît incompréhensible, ça paraît impossible, ça paraît même pas pensable en fait. Il continue en disant ou alors, effrayé par le fait d'accomplir un pas de plus hors de ses limites, il essaye de rester au milieu d'elle. Vous voyez, il parle ici de frayeur. Il peut y avoir, peut-être pour certains, il peut y avoir une certaine angoisse à sortir de ce cadre sujet-objet. Ce cadre habituel, en fait, de l'observateur face au monde. Pour le logicien, l'expérience du Kensho n'arrivera jamais. Alors, Kensho, c'est un mot japonais qui signifie la vision dans sa vraie nature, donc c'est la découverte de cette présence. Voilà, il dit car Kensho est une expérience, voilà, etc. Donc vous voyez, cette expérience du Kensho, c'est une expérience au-delà du sujet de l'objet, au-delà de quelqu'un qui regarde un monde en fait. Et ça nous fait accéder à une vision tout à fait différente. Donc concrètement, voilà, il y avait le mur qui était là, j'avais ouvert la fenêtre, il y avait le mur, et puis l'observateur a disparu. Voilà, plus du tout d'observateur. Juste le monde, et juste le mur qui soudainement prenait un relief tout à fait incroyable. Il devenait vivant, il devenait stupéfiant, il prenait, si vous voulez, un caractère intense qu'il n'avait pas d'habitude. C'était juste un mur. Là, c'était plus juste un mur, c'était quelque chose de tout à fait vibrant. Voilà. Alors, heureusement, par la suite, j'ai rencontré Douglas Harding, donc qui parle très clairement de cette expérience, enfin de cette présence au-delà du sujet et de l'objet. Donc voilà, vous le voyez à l'envers, mais c'est dans le livre Vivre sans tête, c'est dans la première page, hein, qui est très connue. Hein. Donc quand j'ai lu cette page, je me suis dit, voilà, il parle de ça, quoi. Il parle de cette expérience où il n'y a plus d'observateur, où il y a juste une vacuité. Et il dit ceci, donc Douglas dit ceci, donc il parle de cette expérience, ce Kensho, donc il dit ceci, tout cela me coupait littéralement le souffle. Voilà. Il me semblait d'ailleurs que j'avais cessé de respirer, absorbé par ce qui m'était donné. Ce paysage superbe, alors lui il n'était pas face à un mur, il était en Inde près de l'Himalaya, ce paysage superbe, intensément rayonnant dans la clarté de l'air, solitaire et sans soutien, mystérieusement suspendu dans le vide. On a l'impression qu'effectivement ça apparaît dans le vide. Et, dit-il, en cela résidait le vrai miracle, la merveille et le ravissement, totalement exempt de moi, donc pas de moi, indépendant de tout observateur. Voilà, indépendant de tout observateur. Sa présence totale était mon absence totale de corps et d'esprit. La présence totale du monde était mon absence totale de corps et d'esprit. En tout cas d'esprit, hein, puisque l'observateur a disparu. Donc c'est quand on est absent que le monde est présent, en fait. Tant qu'on est présent, en tant qu'individu, le monde est absent. On ne le voit pas vraiment, en fait. Il est mis à distance, il est lointain. Donc, alors voilà, je vais essayer de faire une petite expérience avec vous pour vous montrer un peu ce que peut être cette vision non duelle. Donc en général, la perception du monde, elle est basée sur un certain nombre de dualités. Alors la dualité dont j'ai parlé, sujet-objet, la dualité observateur-observé, c'est la même. Hein. Je suis observateur, il y a un moi qui est observateur, puis il y a une chose observée. Moi, dualité moi-monde, encore la même, et dualité intérieur-extérieur. C'est aussi à peu près la même chose. Donc on imagine qu'il y a un observateur quelque part dans la tête, alors où, on ne sait pas très bien, 2-3 cm derrière les yeux à peu près. Donc il y a quelqu'un qui regarde derrière la tête, il regarde le monde. Alors du coup le monde est à distance. Donc il y a moi qui regarde le monde à une certaine distance. Donc vous voyez, alors là je vais prendre un objet là, qui est une statue de Bouddha birmane, que m'avait donné mon ami Fabien qui était moine en Birmanie un certain temps dans le bouddhisme Theravada.
Donc c'est un objet que j'aime beaucoup. Voilà, alors pour que vous puissiez le voir, je le mets assez près. Donc voilà comment on croit voir les choses, si vous voulez. Il y a moi l'observateur, donc ici pour vous José, et l'objet à une certaine distance. Donc on pense que la vision se passe comme ça. Je suis là et je regarde l'objet là-bas à l'extérieur à une certaine distance. Il y a moi, ça fait 1, plus l'objet, ça fait 2. Donc on est dans la dualité. Vous voyez, il y a une vision duelle. Moi, je regarde l'objet à distance. Alors c'est comme ça que les autres regardent, effectivement. Parce que pour les autres, on voit toujours leur tête et leurs yeux qui se tournent vers un objet. Donc il y a une distance entre les autres et les objets. Au fond, ça c'est comme ça que les autres regardent. On pourrait dire que c'est la vision objective. C'est la vision qu'étudient par exemple les scientifiques, les ophtalmologues. Oui, il y a un objet, une lumière qui frappe un œil, qui frappe la rétine, et puis ensuite des cellules sont agitées, qui transmettent une information au fond de la rétine, puis ensuite au cerveau. Donc ça c'est la manière objective, n'est-ce pas, d'observer la vision. Voilà. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on vit la vision de manière subjective. De manière subjective, on ne vit pas la vision de cette manière duelle. En fait, on croit la vivre comme ça parce qu'on imagine quelqu'un en fait dans la tête, mais c'est très différent. Alors je vais essayer de vous montrer ce que c'est qu'une vision en première personne. Là, on pourrait dire que c'est une vision en troisième personne. José regarde le Bouddha. Mais qu'est-ce que c'est quand un je, J-E, regarde, quand on regarde vraiment à partir de qui on est vraiment, quand on regarde à partir de la source. Alors, je vais mettre ce Bouddha ici, voilà, et je vais vous amener voir comment je vois les choses. Voilà, je vais vous mettre à ma place. Hein, venez. Voilà, donc voilà comment moi je vois le Bouddha. J'espère que c'est visible. Donc vous avez ici le Bouddha qui est tout à fait visible. Et puis, qu'est-ce qui voit le Bouddha? Bah, si je retourne mon attention ici, si je retourne mon attention vers la source, oui, je vois rien en fait. Ici, il n'y a pas d'observateur. Vous voyez bien que le doigt pointe vers le vide. Il y a juste l'espace, vous voyez. Mon bras sort d'ailleurs du vide. Mon bras sort de l'espace. Il y a juste le Bouddha qui n'est vu par personne. Le Bouddha est vu, il y a la vision en effet du Bouddha, mais de ce côté-ci, je pense que comme moi, vous découvrez un espace transparent, sans couleur, sans forme, sans limite, sans taille. Donc ça, c'est la vision en première personne. C'est la vision à partir de qui nous sommes vraiment, vraiment. Et donc là, on devient vraiment, on ne regarde plus simplement le Bouddha, on devient ce Bouddha, on redécouvre cette nature de Bouddha que nous sommes vraiment. Vous voyez? Et j'en profite aussi pour répondre à une question qu'on m'a posée par Internet l'autre jour. Quelqu'un m'a dit, mais quand je pointe dans cette direction, je vois une distance entre moi et le doigt. Mais là, est-ce que vous voyez une distance entre le doigt et l'espace, en fait? Ce serait une distance par rapport à quoi? Une distance, c'est toujours entre deux objets, mais là, il y a le doigt, et de ce côté-ci, il y a l'espace, en fait. Donc, le doigt est à 0 cm de ce qui observe, c'est-à-dire de l'espace qui observe, voyez, de la vacuité. Donc, ce que Douglas a découvert et qu'il a décrit dans son livre Vivre sans tête, ce que tous ceux qui voient la vraie nature découvrent, c'est ça. C'est que les objets apparaissent dans une pure vacuité. Voilà, donc là, je remets la vision objective, donc, qui est très très différente, puisque là, vous voyez une dualité entre José et le Bouddha. Mais c'est pas du tout comme ça que je vois le monde, ni vous non plus d'ailleurs. On voit le monde à partir de cette ouverture, à partir de cet espace ici. Alors là, j'ai donné des citations de Suzuki. Il y en a plein. Hein. Il faudra un jour que je fasse peut-être un truc là-dessus. Vous voyez par exemple cette référence dans un tantra du Dzogchen, du bouddhisme tibétain. Le tantra qui s'appelle Gunche Gyalpo Tantra, qui est un des textes les plus importants du bouddhisme tibétain, du Dzogchen. Et donc il dit ceci: celui qui fait la distinction d'un sujet et d'un objet n'accomplira pas l'éveil semblable à l'espace. La venue de la division sujet-objet est déviante et obscurcissante. Vous voyez, l'éveil semblable à l'espace,
l'éveil semblable à l'espace, c'est ce qu'on découvre quand on cesse de fantasmer un observateur dans la tête qui regarderait le monde à distance. Vous voyez? Voilà, en fait, c'est tout simple, mais ça demande un peu d'attention. Prêtez attention à ce à partir de quoi le monde est vu. Voilà. Et vous ne voyez pas le monde à partir d'une tête, ni de deux yeux, ni d'un petit personnage caché quelque part, on ne sait trop où d'ailleurs, derrière le nez. C'est pas du tout comme ça que les choses se présentent. Voilà, et du coup, le monde prend un relief tout à fait nouveau, quoi. Quand vous êtes absent, en tant qu'observateur, comme je le disais tout à l'heure, le monde devient présent, le monde s'illumine, le monde devient vraiment vivant, le monde s'éveille en fait. C'est dans notre absence que le monde est présent. Alors évidemment, cette absence, elle peut faire peut-être peur, en disant « Ah non, j'ai pas envie d'être absent », mais en fait, c'est vrai, c'est l'absence d'observateur, mais c'est aussi la présence, c'est la présence de la conscience. C'est notre présence, mais une présence beaucoup plus large et non objective, si vous voulez. Donc, il n'y a pas à avoir peur, c'est juste se réveiller d'une identification limitée, en fait. Donc, vivre à partir de cette ouverture, ça nous permet d'être cet espace libre, ouvert, accueillant sur tout ce qui apparaît. Et c'est ce qu'on appelle voir sa vraie nature. Voilà, vous voyez que c'est simple. C'est simple. C'est simple, mais en même temps, pour le découvrir, souvent on a besoin que quelqu'un nous en parle. Moi, j'ai eu besoin des livres, j'ai besoin de rencontrer des gens qui le vivaient, quoi. Parce que sinon, on peut passer peut-être sa vie entière sans le remarquer. Alors, des philosophes occidentaux contemporains l'ont remarqué. Hein. Par exemple, peut-être vous avez entendu parler de Wittgenstein, qui est un des plus grands logiciens du XXe siècle. Et dans un livre au nom un peu bizarre qui s'appelle Tractatus Logico-Philosophicus, un traité logique et philosophique, il dit ceci. Wittgenstein, c'est un livre du début de siècle, des années 20 à peu près, je crois, 1918-1920. Il dit ceci: rien dans le champ visuel ne te permet d'inférer que cela est vu par un œil. C'est vrai, rien dans le champ visuel nous permet d'inférer que c'est vu par un œil. Et on pourrait rajouter, rien dans le champ visuel nous permet d'inférer, c'est-à-dire de croire que c'est vu par un observateur. C'est juste une surimposition, c'est juste une habitude mentale, c'est juste une identification ancienne. Quand nous étions enfants, nous n'étions pas enfermés dans une tête, hein, nous étions ouverts, nous étions grand espace, nous étions une grande ouverture, éveillés, dans laquelle le monde s'engouffrait avec joie. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'enfant, le monde est si vivant, si intense, et puis quand on s'identifie à un personnage, quand on s'enferme dans une tête, qu'on met le monde à distance, eh bien le monde devient gris et nos problèmes commencent. En tout cas, moi, mes problèmes avaient commencé quand j'avais quitté d'enfance. Voilà. Donc, pour découvrir cette vision non duelle, il suffit de remarquer que vous voyez le monde à partir de cet espace ouvert, qu'il n'y a pas d'observateur, que personne ne regarde le monde, le monde est vu, personne ne regarde cet écran, l'écran est vu. Ah, je sais qu'effectivement, à entendre, ça paraît tout à fait bizarre, et peut-être même incompréhensible, mais c'est un fait, en fait, c'est un fait qu'on peut constater. Il y a vision non duelle. Voilà. Bon, bah écoutez, peut-être à tout à l'heure à 8h pour le Zoom, et sinon à très bientôt. Merci beaucoup, et portez-vous bien. Au revoir.